Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Monsieur Charles et Madame Eva Herman vivaient au numéro 23 Blossom Alley à Buffalo, dans l'État de New York. Ils étaient arrivés d'Allemagne aux États-Unis quelques années auparavant et s'étaient installés en ville, espérant un avenir plus stable et porteur d'espoir que celui qu'ils avaient quitté au 19e siècle. Le quartier allemand de Buffalo était l'un des quartiers les plus importants. Il se trouvait le long de Broadway, Jenzy et Main, où de nombreuses familles allemandes avaient installé maisons, églises et commerces. De nombreux immigrants sont arrivés à Buffalo dans les années 1830 et 1840, fuyant l'instabilité politique en Europe, des difficultés économiques et cherchant de meilleures opportunités. Ils ont travaillé comme brasseurs, boulangers, bouchers et dans d'autres métiers qualifiés, faisant de leurs boutiques et ateliers une caractéristique marquante du quartier. Dans les années 1880, la communauté allemande était solidement établie, avec ses propres journaux, églises et écoles formant une partie distincte et reconnaissable de la vie de la ville. Charles et Eva louaient le deuxième étage d'une coquette maison en briques de 2 étages au 23 Blossom Alley. À l'étage en dessous d'eux vivait leur propriétaire, une dame nommée Madame Lucy Nunold, une femme âgée très connue dans le quartier allemand de la ville. La vie chez Charles et Eva n'était pas aussi harmonieuse qu'elle ne le semblait de l'extérieur. Depuis des années, leur mariage était tendu. Et bien que Charles ait auparavant travaillé comme boucher pendant un certain temps, il était au chômage et passait la plupart de ses journées à ne rien faire. Pendant que sa femme, Eva, sortait travailler, s'occupant d'un petit stand de fruits pour un homme nommé Christophe Ziegler dans l'un des marchés publics de Buffalo. Elle était une travailleuse consciencieuse, attentive à ses responsabilités domestiques, sachant qu'elle devait gagner un revenu pour payer loyer et factures. Malgré ses efforts, la majeure partie de l'argent qu'elle gagnait était dépensée par son mari Charles en alcool. Et quand il buvait, il devenait jaloux et lui disait souvent que son employeur, Monsieur Ziegler, était beaucoup trop familier. Et cela a conduit leur vie à la maison à être dominée par des disputes fréquentes qui devenaient souvent bruyantes et amères et parfois violentes. Les voisins s'étaient habitués à ces troubles et en 1885, il semblait que la paix dans le foyer avait depuis longtemps laissé place à la colère et au ressentiment. Le mercredi 4 novembre, Madame Nunold s'était inquiétée car elle n'avait pas vu Eva depuis quelques jours. Elle se rappelait la violente dispute du dimanche 1er novembre à l'étage. Depuis, la maison était silencieuse. Charles allait et venait comme d'habitude, mais il n'y avait aucun signe de sa femme, et son absence paraissait très étrange lorsque Charles quittait la maison à nouveau. Ce matin-là, Madame Nunold décida de découvrir ce qui se passait. Elle se rendit dans leur chambre et frappa à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Elle essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Sans se décourager, elle força la porte et découvrit une scène sinistre. Eva gisait morte sur le lit, la gorge tranchée. Madame Nunold donna immédiatement l'alerte et la police arriva peu après. La scène dans le petit appartement à l'étage était d'une horreur indescriptible. Il y avait beaucoup de sang sur le sol et le corps de Madame Herman gisait, sans vie, avec des signes très évidents de lutte violente. Les agents ont interrogé Madame Nunold, qui a déclaré qu'elle avait toujours considéré Madame Herman comme une femme respectable et travailleuse. Mais que Monsieur Charles Herman n'était guère plus qu'une brute ivre, connue pour ses querelles et ses habitudes instables. La mort de Madame Herman s'est vite répandue dans le quartier, suscitant choc et spéculation. Beaucoup de voisins pensaient que Monsieur Herman avait tué sa femme tôt ce matin-là, puis s'était enfui. D'autres, cependant, pensaient qu'il était plus probable que la pauvre femme malheureuse, lasse de sa situation et découragée par une vie avec un mari ivrogne, se soit donné la mort. Pendant un certain temps, ces opinions contradictoires circulèrent librement, ajoutant de la confusion à une affaire déjà pénible. Le docteur Edouard leva finalement l'incertitude en pratiquant un examen post-mortem. Ses conclusions ont mis fin aux spéculations. Il estima que Madame Herman était morte depuis 90 heures car son corps commençait déjà à se décomposer. Après avoir observé sa position et l'emplacement du rasoir près du lit, il conclut qu'il aurait été impossible pour elle de s'infliger elle-même la blessure. Sa mort, par conséquent, ne pouvait être considérée que comme un meurtre. La police a compris qu'il était très important de contacter Charles Herman. Alors les forces de l'ordre de toute la ville ont été mises en alerte et une description de lui a été diffusée dans tous les commissariats de Buffalo.
Les agents de patrouille et les détectives ont reçu l'ordre de rester vigilants en portant une attention particulière au quartier que M. Herman avait l'habitude de fréquenter. Malgré les recherches étendues, plusieurs heures se sont écoulées avant qu'une trace de lui ne soit trouvée. Il a finalement été localisé vers 5 heures de l'après-midi dans le salon-terrasse de la rue Pearl. Grâce à la vigilance d'un policier hors service nommé Joseph Wright, qui avait autrefois vécu dans la même maison que M. Herman et connaissait les bars qu'il aimait fréquenter. Lorsqu'il a été retrouvé, M. Herman était en état d'ivresse. Après avoir prévenu le capitaine Cavanagh et le sergent Kennedy, l'agent Wright l'a placé en garde à vue. Amené devant le surintendant Hill, il a appris son arrestation pour le meurtre de sa femme, Madame Eva Herman. Cependant, M. Herman semblait choqué et a nié toute connaissance de la mort de sa femme lorsqu'il n'était plus ivre. On lui a montré le rasoir que la police pensait utiliser lors de l'attaque, il l'a reconnu comme le sien. Il a aussi reconnu s'être essuyé les mains sur un chiffon ensanglanté retrouvé sur place. Pourtant, il a continué d'affirmer son innocence et de contester la position rapportée du corps à sa découverte. Les agents avaient aussi recueilli une déclaration de Madame Nenold, la propriétaire. Monsieur Herman allait et venait de la maison depuis les nuits de dimanche et revenait systématiquement vers 23 heures. La police pensait que le meurtre avait eu lieu dimanche soir, pendant que Madame Nenold était à l'église. Il pensait qu'après avoir tué sa femme, M. Herman avait quitté la maison et, en revenant, était allé directement dans sa chambre. Ils avaient également conclu que les lundis et mardis soirs, il était encore sorti, rentrant tard dans un état d'ivresse. Et donc, pendant 3 nuits consécutives, il avait dormi dans le même lit que sa femme décédée et semblait indifférent ou insensible à l'horreur qui gisait à ses côtés. Après une nuit en garde à vue, M. Herman a de nouveau été interrogé intensivement par la police. Sous la pression continue, il a finalement avoué aux policiers que le dimanche 1er novembre, sa femme lui avait dit qu'elle sortait, mais avait refusé de révéler sa destination. Un refus qui l'avait mis en colère, il a déclaré que, submergé par la colère, il l'avait alors jeté au sol. Et dans un moment de folie, il a sorti un rasoir de sa poche et lui a infligé la blessure mortelle à la gorge. Il a ajouté que les coupures de défense sur ses mains et les égratignures sur son cou étaient dues à la lutte désespérée qu'elle avait menée pour se sauver. Il a poursuivi en disant qu'il l'a ensuite allongé sur le lit et a verrouillé la chambre avant de quitter la maison et d'aller dans un bar où il a commencé à boire. Il a dit que lorsqu'il est revenu plus tard, il est allé directement dans la chambre et a dormi dans le lit, affirmant qu'il ne savait pas si sa femme était morte et qu'il n'a fait aucun effort pour le découvrir, car il croyait qu'elle était simplement en colère contre lui. Son récit a été accueilli avec incrédulité, car les preuves chez elle disaient tout autre chose. Les enquêteurs ont déterminé que le corps était resté à l'endroit de sa chute avant d'être posé sur le lit le lundi. Cela contredisait M. Herman, tout en révélant la sombre réalité de ses actes. Cette déclaration et les remarques de la propriétaire ont été confirmées par le surintendant Phillips qui a réinterrogé M. Herman. Au cours de cet interrogatoire, M. Herman a répété de manière très claire qu'il avait tué sa femme le dimanche soir entre 19h et 20h, parce qu'elle avait refusé de lui dire où elle allait lorsqu'elle voulait quitter la maison. À la suite de cela, il a été officiellement inculpé du meurtre d'Eva Herman et une enquête a été menée pour examiner les circonstances entourant sa mort. Après avoir entendu toutes les preuves, le jury a conclu que Charles Herman était coupable d'avoir illégalement tué sa femme et a recommandé qu'il soit traduit en justice pour ce crime. Le procès débute le 21 décembre devant le juge Daniels. Plus de 100 jurés sont interrogés avant de sélectionner 12 hommes impartiaux. Monsieur Herman était représenté par le Roy Andros. Le premier témoin était le coroner, Monsieur Scott, qui a témoigné qu'il s'était rendu à la propriété au numéro 23 Blossom Alley vers 9h30 du matin, le mercredi 4 novembre. Il a déclaré qu'il y avait vu le corps d'une femme dans l'appartement loué par Charles et Eva Herman. Lors de l'inspection, il a découvert que sa gorge était tranchée. Il a affirmé au tribunal que le corps était partiellement couvert de draps avec du sang sur la moquette et les vêtements de la défunte. Assez remarquablement, c'est à ce moment-là qu'une objection a été soulevée par l'avocat de la défense. Monsieur Leroy Andros s'est adressé au juge et a déclaré qu'il s'opposait à tout témoignage concernant le sang. Aucun test scientifique n'ayant été fait pour confirmer qu'il s'agissait bien de sang dans la pièce. Le juge, l'air quelque peu perplexe, se tourna vers le coroner Scott et lui demanda s'il était capable de distinguer des taches de sang de la peinture rouge,
ce à quoi le coroner répondit que oui. Et l'objection fut alors rejetée. Le docteur Edward Clark, qui a pratiqué l'autopsie, fut le témoin suivant. Il a décrit les blessures de Madame Herman, précisant que les coupures provenaient d'un objet tranchant et que la mort était due à une hémorragie. Lorsque le tribunal s'est réuni le lendemain matin, la foule dehors était si nombreuse que les agents ont dû refouler de nombreux spectateurs. À l'intérieur du tribunal, une attente fébrile régnait, chacun se demandant ce que révéleraient les audiences du jour. Le premier témoin fut Madame Lucy Nenold, la propriétaire âgée de la maison, située au numéro 23 de la ruelle Blossom. Elle ne parlait qu'un anglais approximatif, donc son témoignage a été recueilli par l'intermédiaire d'un interprète. Elle décrivit les pièces occupées par les Hermans et expliqua que Madame Herman gagnait sa vie en faisant la lessive pour d'autres. Plus tard, elle trouva un emploi sur un étal de fruits au marché. Elle déclara qu'environ une semaine avant le crime, elle avait mis Monsieur Herman à la porte de la maison parce qu'il avait beaucoup bu. Au lieu de partir calmement, il est sorti dans la cour en colère, s'est penché et a ramassé un morceau de brique près de la clôture. Il l'a ensuite tenu dans sa main et a levé le bras pour faire un geste, comme s'il avait l'intention de le lancer à travers la fenêtre vers la pièce où Madame Herman et Madame Nenold étaient assises. Elle a expliqué que le geste a inquiété, bien que la brique n'ait jamais été lancée. La défense s'y est opposée, affirmant que l'incident était trop éloigné et sans rapport. Cependant, le juge a autorisé que le témoignage soit admis lors du contre-interrogatoire. L'avocat de M. Herman a posé des questions jugées étranges par de nombreux présents dans la salle. Au lieu de s'en tenir aux faits centraux du crime, il a plutôt pressé le témoin sur une multitude de points mineurs, comme le nombre de pièces dans la maison, la position des portes et des fenêtres, l'âge du bâtiment, le type de serrure et de clés utilisées, et même la fréquence à laquelle Madame Nenold allait à l'église. Ces digressions déconcertèrent le jury et provoquaient l'impatience du juge. La défense semblait soigneusement élaborer une stratégie pour semer le doute sur l'état mental de M. Herman lors du crime. Il semblait déterminé à présenter la possibilité qu'il ait pu souffrir d'une forme de folie ou tout au moins d'un grave trouble psychologique qui aurait altéré son jugement et sa compréhension de ses actes. Au cœur de cet argument se trouvait l'idée que sa confession, si essentielle dans le dossier de l'accusation, n'était peut-être pas un aveu de culpabilité clair et volontaire. Au lieu de cela, elle aurait pu être provoquée par la peur, la confusion ou un profond sentiment d'instabilité mentale. En mettant en avant ces facteurs, la défense a cherché à suggérer que les déclarations de M. Herman ne devaient pas être prises au pied de la lettre, et que le tribunal devait se demander si son esprit était capable de pensée rationnelle ou de prise de décision cohérente lorsqu'il a déclaré avoir commis le crime. Ce faisant, il visait non seulement à discréditer l'aveu lui-même, mais aussi à soulever des questions plus larges sur sa culpabilité, présentant l'affaire comme un cas de fragilité psychologique, plutôt que comme un acte criminel délibéré. Le docteur Floyd Craigo, qui avait examiné M. Herman, a affirmé au tribunal qu'il le jugeait sain d'esprit. La défense n'a pas fait comparaître M. Herman et le procès s'est achevé le 28 décembre hier. Le lendemain, après avoir délibéré pendant 20 heures, le jury est revenu et a déclaré qu'il jugeait l'accusé, M. Charles Herman, coupable de meurtre au premier degré. Le juge l'a alors condamné à être pendu. Le 12 février, le gouverneur Hill, sollicité, a refusé d'agir après examen des preuves. Le sort de M. Herman était scellé et les préparatifs pour son exécution ont été faits la semaine précédant la date prévue de sa pendaison. Les journaux ont reparlé de l'affaire, décrivant M. Herman comme un homme pauvre et déchu, ayant tué une femme qu'il avait soutenue et aidée pendant des années, lui donnant même l'argent qu'il a ensuite gaspillé en boissons. Ils ont écrit qu'il avait une nature endurcie et que c'était probablement à cause de cela qu'il avait pu commettre un tel acte. Si horrible qu'il est, presque insupportable de s'en souvenir. À savoir qu'il a dormi pendant 3 nuits dans les mêmes lits que le corps de l'épouse qu'il avait assassinée. Pourtant, lorsque le moment de sa punition est enfin arrivé, il y avait un sentiment étrange, presque troublant, de pitié. Alors qu'il se tenait sur l'échafaud, le souvenir de ce qu'il avait fait semblait peser sur lui. Ses épaules se sont légèrement affaissées et, un instant, il paraissait moins une figure d'horreur qu'une incarnation de la fragilité humaine. D'une certaine manière, un individu pris entre l'énormité de son crime et l'inévitabilité de ses conséquences. Puis,
Sans autre cérémonie, la trappe fut ouverte et Charles Herman fut pendu, ses derniers instants s'écoulant dans le silence, ne laissant que la réalité que la justice avait été rendue. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.